Bon, salut à tous, je suis content de vous retrouver. C'est toujours Faut qu'on en parle. On se retrouve pour balayer l'actualité de la semaine, passer sur les sujets qui ont été marquants. Et puis voilà, je vais vous apporter, comme la semaine dernière, de l'info, mais pas seulement de l'info, aussi toujours des éléments un petit peu critiques. Alors je vois que vous êtes très nombreux là. Petite proposition, j'ai recruté un modo parce qu'on a déjà plein de thunes, donc n'hésitez pas à balancer dans les commentaires. N'hésitez pas à balancer dans les commentaires et on me les fera remonter en direct. J'ai un petit peu changé le format la semaine dernière. J'avais pris le parti d'aller directement sur les articles. On m'a dit que c'était pas forcément très visible. Donc j'ai un petit peu changé la présentation. On verra ce que ça donne. Et puis voilà, je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Alors l'envers du décor est ici. Est-ce que... Hop, voilà, on va partir là-dessus. Donc faut qu'on en parle tous les dimanches à 11h. Je vous propose de commencer donc par le sommaire. Sommaire, liberté, égalité, sécurité. On parlera, je pense que vous en avez entendu tous parler cette semaine, on parlera de la loi sur la sécurité globale qui a eu dans l'actualité, notamment est-ce qu'on peut encore filmer des policiers en France, qui est la question larvée. On ira après parler de la loi sur le séparatisme, il ne faut pas le dire, sur les principes républicains avec cette loi dont le nom a été changé au dernier moment. On verra en fait que dans son contenu, c'est bien l'islam politique qui est visé et que donc il y a une petite supercherie au niveau du titre et puis on fera un petit tour encore par l'Amérique et les nouvelles de Trump qui s'accroche au pouvoir et qui multiplie toujours les facettis. Voilà, on ira voir tout ça et puis on finira par quelques brèves de la semaine, quelques articles sur lesquels je vous proposerai de revenir plus sommairement. Écoutez, on attaque direct, donc liberté, égalité, sécurité, petit crédit photo à Mathias Reding. Donc liberté, égalité, sécurité, et cette loi donc qui est déjà sortie dans la presse, qui était au Parlement pardon cette semaine, cette loi sur la sécurité globale qui a été votée en fin de semaine. Je vous propose en fait tout de suite d'aller directement sur le site de l'Assemblée nationale. Le débat est assez inflammable, donc je pense qu'on va aller voir directement quelles sont les dispositions qui ont été contestées et comment a été écrite cette disposition avec, comme vous pouvez voir en bas à gauche, en fait, donc vidéo, protection et captation d'images, deux articles dont on a beaucoup moins parlé mais qui sont tout aussi importants. Donc c'est l'article 21 et 22. La lettre est la même. En clair, c'est des articles qui encadrent tout ce qui est dispositif pour filmer en fait, les citoyens. Il y a deux dispositifs. Le premier, c'est sur les caméras que portent les policiers et les gendarmes, donc type les GoPro et autres. Et le deuxième dispositif, et là je vous ai pris le texte qui s'est affiché à l'écran, c'est pour les caméras, mais c'est exactement la même chose pour tout ce qui est captation d'images par drone. Et en fait, la nouveauté qu'il faut lire, c'est que les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement concerné. Donc en fait, toutes ces images, c'était déjà possible d'avoir des caméras en fait sur les policiers, on va voir après. Jusque-là, en fait, l'usage était hyper circonscrit. Là, l'idée, c'est que vraiment, voilà, les policiers pourraient avoir des images, ils pourraient filmer en continu, ils pourraient filmer en direct, et ces images pourraient être exploitées en direct. Donc, que ce soit sur les caméras qu'ils portent sur eux, mais aussi sur les drones. On va voir pourquoi ça peut être gênant et pourquoi ça peut poser de gros problèmes. Et l'autre article, a priori, sauf si vous étiez dans votre grotte cette semaine, vous en avez entendu parler. C'est l'article donc sur le fait de filmer des policiers, donc est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros. Le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Ça, c'est important ce passage parce qu'on voit que tout de suite, il y a une intention. Le critère d'intentionnalité est super large, ce qui pose problème vu que c'est les policiers et les gendarmes qui vont apprécier ça et donc ils seront en mesure d'interpeller ou pas les gens. Donc dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, donc critère d'intention super large, l'image du visage ou tout autre élément d'identification donc d'un policier ou d'un gendarme dans le cadre d'une opération de police. Donc voilà, ça c'est l'article, c'est le deuxième article qui est super contesté donc sur le fait de filmer les policiers en exercice. On va voir tout de suite pourquoi ces dispositions, donc captation d'images par caméra et par drone et filmer des policiers en exercice, on va voir tout de suite pourquoi ça pose problème. Ça pose problème parce que, alors la quadrature du net, qui sont un petit peu des affreux gauchistes, ils sont plus à gauche que l'individu moyen en école de journalisme, donc c'est pour vous dire. Mais sur les questions numériques, sur les questions de tech, ils sont quand même souvent assez pertinents. Alors voilà ce qu'ils disent. Donc déjà, ils rappellent le cadre existant, donc les possibilités aujourd'hui
dans lesquels en fait un policier ou un gendarme pouvait utiliser une caméra ou des drones. Et en fait, ces possibilités, elles étaient très circonscrites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était uniquement s'il y avait eu une merde, on pouvait aller voir ces images-là. Donc, par exemple, il y a un accident et autres, dans ce cas, on peut exploiter les images de vidéosurveillance, mais ce n'était pas la personne qui avait récolté les images qui pouvait les exploiter, c'était un autre officier qui pouvait faire ça. Là, vraiment, le texte en l'état, n'importe qui dans la police pourrait exploiter ces images, et ce seraient les images en direct, ce ne serait pas forcément s'il y a un événement, il n'y a pas de cadre particulier. Et en fait, ce qu'ils expliquent, la quadrature du net qui est assez intéressant, c'est qu'avec, comme vous pouvez voir en bas de l'écran, avec en fait l'introduction de dispositifs de reconnaissance faciale, donc qui sont autorisés depuis 2012 dans la police, en fait cette collecte de données, elle pourrait permettre, c'est ce qui est mis en gras, l'analyse automatisée et en temps réel d'images. En clair, les policiers, ils auraient la caméra au milieu des manifestations, tu fais un affichage de tous les manifestants et tu vois si tu as des gens qui sortent. Évidemment, ça pose un gros problème, d'autant qu'on en a beaucoup moins parlé que l'article 24. L'article 24, donc sur le fait de filmer les policiers, et Claire Hédon qui dit que voilà, cet article 24, il porterait une grosse atteinte au contrôle externe des forces de sécurité. Donc Claire Hédon, qui est la défenseur des droits, donc c'est quelqu'un qui est nommé par le président de la République, mais qui rend voilà, tout un tas d'avis sur des questions juridiques. Donc voilà, comme je vous disais, elle considère qu'à partir du moment où on a ce texte-là, on ne peut plus exercer, et quand je dis on peut plus, c'est pas seulement les journalistes, c'est aussi les citoyens. C'est si vous voyez quelque chose dans la rue avec un policier qui serait en train de déraper, vous pourriez plus filmer simplement et exercer du coup un contrôle externe des forces de police, et ça pose un gros problème. J'ai oublié de le dire, mais cet article 24, il répond quand même à une préoccupation pour avoir été en manifestation. C'est vrai qu'on s'aperçoit, il y a quand même souvent des mecs qui sont à côté des flics en train de les insulter, en train de chercher la merde tout le long et qui sont réfugiés derrière leur téléphone portable. C'est évident que ces comportements, ils posent problème. C'est évident que ces comportements, ils existent et ils posent problème. Le problème, c'est que quand vous faites un article 24 comme l'article 24 et comme le texte que je vous ai montré, c'est que vous ciblez pas en fait tous ces comportements. Vous ciblez pas seulement certains comportements déviants. Potentiellement, en fait, vous pénalisez toute la communauté et donc toute personne qui pourrait voir par exemple des violences policières et qui pourra avoir envie de filmer parce qu'il pourrait être interpellé de manière très facile. Donc ce texte pose problème. Outre cet article dans Libération, en fait, sur son site, la défenseure des droits, elle donne aussi tout un tas de problèmes avec notamment le deuxième point, donc l'exploitation en temps réel des images des caméras piétons des policiers sans objectif explicite dans le texte est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée. Et le retour au drone comme outil de surveillance ne présente pas de garantie suffisante pour préserver la vie privée. En effet, les drones permettent une surveillance très étendue et particulièrement intrusive, contribuant à la collecte massive et indistincte de données à caractère personnel. Bon, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a aussi un petit passage au début sur le fait qu'en fait, ils pourraient avoir aussi accès aux images de vidéosurveillance privée sans qu'il y ait forcément de garantie là-dessus. Donc c'est des choses qui posent problème. Je vais boire un petit coup et on va enchaîner. Il y a des super questions. Il y a des super questions ou pas? Vas-y, on va les questions. Est-ce qu'on peut encore parler de démocratie en France? Est-ce qu'on peut encore... Oh là, je me prononcerai pas là-dessus. T'as quoi d'autre comme question? Manifestation récente en ex-future Chine aka Hong Kong. Je crois que... Ok, bon, je crois qu'Hong Kong, de toute façon, je crois qu'on peut pas encore parler de démocratie à Hong Kong, par contre. Voilà, autre extrait que je vous ai pris. Donc ça, c'était une tribune sur Le Monde qui disait clairement, et je me tape une pub en arrière-fond sur Spotify, c'est pas terrible. Donc autre tribune sur Le Monde qui disait qu'en fait, ces images de vidéos amateurs, notamment de vidéos qui sont faites par des citoyens, des policiers, c'est ce qui permet en fait dans la plupart des cas d'avoir des poursuites. Et en dehors de ça, en fait, c'est très dur d'obtenir la condamnation d'un policier qui aurait fauté. Et ces images, en fait, font souvent juge de paix. Donc à partir du moment où on fait disparaître ces images, donc c'est plus compliqué. Et autre argument analogue, cette fois c'était dans le Figaro, donc Marie-Françoise Barbou, qui était d'Amnesty International, qui dit que voilà, beaucoup de rapports d'ONG sur les violences policières utilisent les images de vidéos de journalistes ou de simples concitoyens. Donc important, résultat, gros tapage médiatique, et en fin de semaine à l'Assemblée, on a ajouté quelques garanties supplémentaires au niveau de ce texte, et donc le préjudice, l'intention malveillante qui était très large, comme je vous l'ai dit, contre les forces de l'ordre, là elle doit être manifeste
Et par ailleurs, il y a une disposition qui est rajoutée de dire que cet article ne peut pas porter préjudice au droit d'informer. Donc en clair, dire que les journalistes pourraient filmer dans toutes les conditions. Du coup, se pose la question de savoir si ce texte en fait a encore une substance, savoir à quoi sert ce texte, mais et qui par ailleurs de tout. Bon, enfin voilà, le texte du coup qui est un petit peu tué dans l'œuf. Les syndicats de policiers étaient quand même contents parce que je vous ai dit, c'est une mesure qui répond à un contexte social qui est assez violent. Et donc voilà, il y avait quand même une demande des policiers derrière tout ça. Donc voilà, affaire à suivre. Affaire à suivre. Et Darmanin, qui n'était pas... donc Darmanin, le ministre de l'Intérieur, non content d'avoir créé polémique sur ces sujets-là, il a fait une petite sortie qu'on va aller voir. Une petite sortie qui a un petit peu rajouté des tensions, qui a continué d'enflammer le contexte. Alors, faut que j'active le son, sinon ça marche moins bien. Eh ben, on l'entend pas. Bon, dans l'idée, c'est que, en fait, il a dit, voilà, maintenant, les journalistes, s'ils veulent couvrir une manifestation, ce serait quand même pas mal qu'ils se déclarent à la préfecture. Grosse polémique, évidemment. Il faisait ça suite à l'interpellation en fait, de certains journalistes qui avaient couvert les manifestations sur la loi sécurité globale. Donc lui, il dit qu'il faut se déclarer. Évidemment, c'est dans aucun texte, donc ça pose un petit peu problème. Et du coup, cet article d'Hugo Raffi qui m'a quand même fait pas mal rire sur le sujet. Voilà, Darmanin propose d'aider les journalistes en corrigeant tous leurs articles de presse avant publication. Bon, on est quand même dans un tournant un petit peu sécuritaire, donc... comme dirait l'autre, vaut mieux en rire, c'est tout ce qui nous reste. Et puis autre chose sur la sécurité intérieure, c'est passé un peu plus inaperçu. Donc il y a un livre blanc, donc c'est un ensemble de propositions qui sont faites au niveau du ministère de l'Intérieur. Bon, et ça augure quand même aussi d'un virage sécuritaire, d'un contexte tendu dans les années qui viennent, avec donc une proposition de tripler le budget des forces de sécurité, donc police, gendarmerie, de tripler le budget des forces de sécurité d'ici 2030, haute disposition. Alors eux, ils arguent que ça permettrait notamment ça permettrait à la police de faire un bond technologique, de moderniser ces équipements. Bon, on se doute bien que tout cet argent pour la sécurité, c'est pas non plus, c'est pas tout à fait innocent. Alors je vous propose, je sais pas si Léo, tu as des questions. Il y a une question de Ouais. Chat26 dernièrement. Que penser des manifestations en plein Covid? Est-ce que l'État qui est conscient de passer une telle loi sachant que les gens vont aller dans la rue? Est-ce que l'État est inconscient de passer une telle loi en sachant que les gens vont aller dans la rue? C'est une bonne question, j'ai pas la réponse, moi je suis pas là pour dire que penser. Je sais pas que penser, oui c'est évident. Je sais pas si les distances sociales étaient respectées dans les manifestations. Mais oui, c'est évident que quand tu fais des lois comme ça qui touchent à des questions de sécurité, tu vas avoir des gens dans la rue. Voilà, ensuite il y a un contexte social, qui est très tendu. Je pense qu'ils attendent des mouvements sociaux au début de l'année 2021 avec tout ce qu'il va y avoir en termes de fermeture de commerce, en termes de chômage et autres. Bon, il y a une forte chance que ce soit Gilets jaunes, acte 70. Et puis autre chose, c'est... même si ce n'est pas la cible, ce sera peut-être plutôt le sujet, que ce soit en termes de contexte terroriste, on est toujours sur un contexte qui est assez tendu. Donc voilà, affaire à suivre sur ces questions-là. Mais oui, c'est sûr que quand tu fais une loi comme ça, y compris dans le contexte pareil, tu t'attends à ce qu'il y ait des gens qui manifestent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je te vois sourire. Bon, autre sujet, autre loi inflammable, donc la loi qui ne dit plus son nom, donc loi sur le séparatisme qui a été renommée au dernier moment, projet de loi confortant les principes républicains. Alors c'est un truc qui est un petit peu larvé, qui revient depuis plusieurs mois déjà, donc le but c'est clairement de combattre l'islam politique. La loi a changé de nom, on ne sait pas très bien pourquoi, d'autant que on va voir les dispositifs, les propositions qui sont faites, c'est clairement l'islam politique qui est la cible de cette loi. Autre chose, donc là, le projet a fuité, mais pour l'instant, ce sera présenté le 9 décembre, donc le jour de l'anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcité. Ce sera présenté le 9 décembre à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, le projet doit passer... Alors, j'ai lu l'expression dans l'article qui était assez chouette, sous les fourches codines du Conseil d'État, donc... Voilà, avec une censure potentielle du Conseil d'État ou certains articles qui pourraient être amenés à évoluer. Première disposition, donc reprendre la main sur les associations, on en a beaucoup parlé
notamment en fait certaines associations qui seraient un espace de diffusion de l'islam politique. Donc l'idée aussi c'est de suivre le financement en fait de ces associations avec pas mal d'associations donc justement islamiques qui seraient financées avec des fonds en provenance depuis la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, voilà, qui sont pas forcément les tenants d'un islam soft. Qui plus est, l'autre chose ce serait d'obliger en fait toutes les associations à accepter un pacte républicain et conditionner en fait toutes les subventions qu'il pourrait y avoir au respect de ces valeurs républicaines. Et l'idée que si les associations ne respectent pas ces valeurs, l'État pourrait aller récupérer les subventions par la suite. Autre disposition aussi, ce serait de faciliter les dissolutions d'associations qui ne respectent pas donc ce pacte républicain. Autre disposition, ouais, voilà, comme le dit clairement l'article, l'islam politique est en ligne de mire. Le but, voilà, c'était... Alors oui, il y a un truc... voilà, le projet entend aussi interdire de faire de la politique dans les mosquées. Alors pour moi, c'est un délit d'opinion, ce sera censuré, c'est pas possible. En revanche, la suite, ou encore interdire à quiconque aurait été condamné pour provocation à des actes de terrorisme ou provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, de paraître dans des lieux de culte. Bon, voilà, on cible, par ailleurs... Il y a une généralisation du fichage en fait, de toutes les personnes qui auraient été condamnées pour avoir tenu en fait, des propos terroristes. Voilà, on cible clairement ces personnes et le but c'est de leur interdire l'accès aux mosquées. À voir, c'est des dispositions qui sont très sensibles. À voir si voilà, ça passe les différents contrôles juridiques, notamment le contrôle du Conseil d'État. Ouais, et puis bon, je suis allé, pour changer un petit peu, je suis allé sur Le Monde qui a repris aussi le projet de loi délit de mise en danger de la vie par diffusion. Donc c'est ce qui s'est passé, vous vous souvenez tous de l'assassinat sauvage de Samuel Paty, donc cet enseignant qui avait été décapité après avoir montré des caricatures de Mahomet. Et en fait, il s'est avéré, même si l'article était déjà prévu avant, il s'est avéré que dans ce cas-là, en fait, les appels à la mort ont été relayés sur Internet. Et donc voilà, l'idée ce serait de sanctionner en fait toutes les personnes qui relaient des informations comme ça du genre à anticiper et à conduire au meurtre, au meurtre d'une personne. Autre chose, donc limitation de la scolarisation à domicile. Le but c'est, alors ça cible le fait de scolariser ses enfants chez soi, ça va devenir excessivement difficile. J'ai plus les conditions en tête. Il n'y a plus que vraiment quelques exceptions. Et aussi, le but, c'est aussi de cibler toutes les écoles coraniques. Voilà, limiter en fait ces écoles hors contrat, leur poser plus de conditions, avoir un meilleur suivi sur ce qui s'y passe. Et éventuellement dissoudre les écoles qui ne respecteraient pas les valeurs républicaines. Il y a autre chose que j'ai pas cité ici. Ouais, si je me trompe pas, c'est ça, je l'ai pas cité ici. Il y a tout un ensemble de mesures qui visent à encadrer en fait les mariages, donc s'assurer qu'on délivre plus de cartes de séjour à des personnes qui seraient des polygames notoires. Il y a alors un truc qui, je suis pas sûr que ça passe, mais le but ce serait d'empêcher les médecins de délivrer des certificats de virginité, etc. Bon, voilà, il y a tout un ensemble de mesures. Vous l'avez compris, ça cible clairement l'islam radical, l'islamisme, ou pas seulement peut-être d'ailleurs. Mais en tout cas, contrairement à l'intitulé loi sur les principes républicains, bon, c'est loi sur le séparatisme islamique, c'est ça qui est en cause. Est-ce que mon modo a des petites questions? Je le vois sourire, je le vois. Ouais, c'est dépend de la qualité des questions, tu veux. Non, bah t'es modérateur, donc t'es censé. Okay. T'es plus à Lille là? Non, je suis plus à Lille, je suis au Touquet. J'ai été invité gracieusement par un très bon ami, j'ai changé de lieu de confinement. Mais dans le respect des règles, j'avais. Dans le respect des règles, oui. Évidemment. Donc ça, on a vu. S'il n'y a pas d'autres questions, ouais, des nouvelles de Donald Trump. Alors évidemment, Trump qui est toujours au pouvoir parce que vous savez que Biden, d'un point de vue constitutionnel, n'est pas encore élu. Il prendra ses fonctions, si Donald Trump le vend bien, que courant janvier. Bon, résultat, Donald Trump, lui, il multiplie les actions, il multiplie les décisions. Notamment, ça c'est quand même pas mal, il a menacé, il a eu l'idée de faire une petite frappe en Iran cette semaine. Alors l'Iran, c'est vraiment un des sujets qui est revenu beaucoup sur la présidence Trump. Sous la présidence Trump, je pense que vous vous souvenez qu'il était sorti de l'accord du nucléaire qui avait été signé avec l'Iran donc, et les Européens. L'idée c'était de dire voilà, l'Iran arrête d'enrichir arrête de faire de l'enrichissement d'uranium et donc de développer un programme nucléaire.
en l'échange, on lève les sanctions, pardon. Ça avait été décidé sous Obama. Trump avait dit mort à cet accord, notamment un des reproches qu'il faisait, qui était légitime à mon sens, c'est que certes le programme nucléaire avait cessé, mais l'accord n'empêchait pas l'Iran de développer tout un tas de capacités balistiques. Donc il était sorti de cet accord. Et cette semaine, donc vu qu'ils sont sortis de leur d'accord, Téhéran, donc la capitale de l'Iran, il continue d'enrichir de l'uranium. Et cette semaine, du coup, Trump s'est dit, bah, si on faisait un petit bombardement sur les sites où ils enrichissent de l'uranium. Il a été dissuadé par ses conseillers militaires parce que le risque que le conflit dégénère était trop important. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise avec Trump d'ici la fin de son mandat. Autre chose, il a accéléré le retrait des troupes en Afghanistan. Donc vous savez, il y avait toujours à peu près 5000 militaires qui étaient présents en Afghanistan. Donc il accélère, il y a 2500 soldats qui rentreront au pays d'ici la fin de son mandat. Autre décision, donc Donald Trump en croisade contre le verdict des urnes. Autre décision, vous voyez ce petit monsieur au premier plan, Chris Krebs, qui avait été nommé par Trump en 2017 pour s'assurer de la sécurité des élections. Bon, bah il a sauté le bonhomme. Il a sauté, il lui plaît pas parce que le malheureux a eu le tort d'affirmer que l'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire américaine. Il a même dit en ce moment même, dans tout le pays, les responsables des élections examine et revérifie l'ensemble du processus électoral avant de finaliser le résultat. Il n'y a aucune preuve qu'un système ait supprimé ou perdu des votes, échangé du bulletin ou ait été compromis de quelque manière que ce soit. Donc voilà, clairement l'idée, il dit il n'y a pas de fraude, ça emmerde Trump parce que Trump c'est sa ligne depuis l'élection du 3 novembre. Il dit qu'il y a des fraudes de partout, du coup ce monsieur, dont le travail avait été salué jusque-là, ce monsieur a sauté. Et en fait l'idée de Trump en disant que voilà, il y a des fraudes, en instaurant cette suspicion généralisée, c'est que vous savez bien que le système de vote aux États-Unis, c'est un vote indirect. Donc il y a les électeurs qui votent d'abord, ils votent pour des grands électeurs, et c'est les grands électeurs qui votent pour le président. Et en fait, l'idée, ce serait de dire, voilà, en mettant un doute, en généralisant l'accusation de fraude, en fait, dans certains États, les républicains peut-être pourraient ne pas tenir compte du vote populaire et donc décider de nommer directement les grands électeurs sans tenir compte de l'issue du vote parce que suspicion de fraude. Donc l'idée, voilà, ce serait de censurer, de couper en fait ce vote populaire, de dire il y a eu des fraudes sur ce vote populaire, on peut plus lui faire confiance, donc on nomme directement les grands électeurs, et évidemment on les nomme pour Trump. Petite pause stratégique. Est-ce que pensez-vous que Biden aura une politique moins protectionniste que Trump et va-t-il poursuivre la guerre économique avec la Chine? Alors on en a parlé la semaine dernière, mais c'est pas évident. Il y aura sur la Chine de toute façon, Biden a aussi été élu sur un programme assez proche de la classe moyenne, et la classe moyenne américaine acceptera pas, enfin était plutôt partisane de cette politique assez ferme vis-à-vis de la Chine. A priori, il sera moins protectionniste vis-à-vis des Européens. Il a annoncé qu'il reviendrait dans l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, que ça retournerait à la normale dans l'OTAN, qui reviendrait donc dans l'accord sur le climat, l'accord de Paris. Donc voilà, des signes, a priori, son administration dit qu'ils seront plus favorables aux Européens, mais il conditionne en fait ce retour à une politique multilatérale envers les Européens au fait que les Européens s'alignent sur les Américains envers la Chine. Donc voilà, a priori sur la Chine, il n'y aura pas de changement fondamental. Peut-être que dans la forme, on imagine Biden moins vindicatif que Trump. Sur la Chine, pas de changement fondamental. Sur l'Europe, sûrement un retour un petit peu à la normale, mais conditionné donc par un alignement de la politique européenne vis-à-vis de la Chine sur la politique américaine. Je pense que j'ai pas mal répondu à la question. Je me lance des fleurs, on ne sait jamais. Et donc, je vous disais, Donald Trump toujours en croisade contre le verdict des urnes, donc avec cette idée donc, de censurer, de contourner le vote populaire. Et il a donc son avocat, Rudy Giuliani, qui a débarqué devant la presse. Vous voyez la photo. Il a un plan, multiple pathway to victory. Il a une stratégie pour gagner. Et il dit voilà tous les États dans lesquels il y a eu des fraudes. Et puis, il n'y a pas de doute. Les fraudes s'est avéré, comme ils disent, ce n'est pas une simple fraude isolée dans un État. Le même processus se répète dans plusieurs États, ce qui indique à n'importe quel
enquêteurs expérimentés que cette fraude a été planifiée et centralisée. Ce qui vise clairement, notamment, c'est les villes démocrates. Et d'ailleurs, il l'approuve cette fraude. Il l'approuve cette fraude, comme on voit un petit peu plus loin. Il dit que notamment, en fait, dans les villes démocrates, les observateurs qui sont censés s'assurer que les votes sont bien dépouillés, sont bien comptabilisés, que, comme il dit, Mickey Mouse n'a pas rempli les bulletins de vote, ces observateurs, dans les villes démocrates notamment, ils ont été observés. Et il a même plus que des preuves, parce qu'il dit qu'ils ont récolté des témoignages sous serment, 220 témoignages sous serment, qui ne produit pas pour l'instant parce qu'il dit qu'il ne veut pas, donc je ne peux pas vous communiquer ces témoignages parce que ces personnes risqueraient d'être victimes de harcèlement, de perdre leur emploi. Donc en tout cas, voilà, Trump qui pour l'instant se contentait de dire il y a eu de la fraude sans le prouver. Bon bah là il organise sa stratégie, je ne sais pas ce que ça prouve pour l'instant, mais en tout cas la seule certitude, c'est qu'on n'en a pas fini avec cet épisode et que ça risque d'être encore assez croustillant. Et donc voilà, c'est 220 témoignages sous serment récoltés par Rudy Giuliani qui prouveraient donc qu'il y aurait eu une fraude aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des questions encore ou pas? Non. Non, il n'y a pas de questions. Eh ben c'est pas grave, on enchaîne. Alors. Ah non, c'était pas ça le bruit. On va passer sur quelques sujets, voilà, abordés de manière plus succincte. Et là, pour le coup, je vais repasser à mes fameux articles. Premier gros truc, la polémique en équipe de France féminine. Donc avec Amandine Henry, capitaine des Bleus, qui a été évincée par Corinne Diacre, la sélectionneuse. Elle n'a pas été convoquée au dernier rassemblement. Résultat, elle flingue tout. Elle déballe que des joueuses pleurent, que le management est horrible, etc. Donc voilà, c'est un papier en libre accès dans l'équipe. Mais voilà, elle démonte tout dans une interview à l'équipe. L'équipe qui fait bien monter la mayonnaise, évidemment, et qui publie un papier 2 jours après. Donc Amandine Henry, je crois que c'était lundi ou mardi, ce papier il date de jeudi. Et qui publie ce papier 2 jours après. Qui dévoile les coulisses de la Coupe du Monde 2019 avec les Bleus, et donc le management horrible, centralisé, très autoritaire de Corinne Diacre, avec notamment une anecdote qui est assez chouette. C'est la vigilance du staff va jusqu'à valider ou non la possibilité d'avoir une serviette supplémentaire dans la chambre. Et a priori, donc les filles n'avaient le droit sur leur lieu de rassemblement qu'il y ait une seule serviette dans leur chambre. Ça a été décidé par le staff. Donc voilà, l'idée de vraiment un management très rigide, l'article qui étaye le fait que il y avait pas mal de filles qui ont pas mal pleuré parce que beaucoup de pression, parce que pas le droit de voir la famille pendant toute la Coupe du Monde. Donc management très compliqué. Entre-temps, Noël Le Graët, donc président de la Fédération Française de Football, confirme Corinne Diacre, mais lui dit il faut absolument rappeler Amandine Henry et les Lyonnaises. Voilà, il la met un petit peu dans la merde. Et conférence de presse surréaliste de Corinne Diacre, c'était jeudi matin, qui dit clairement qu'elle changera rien, qu'elle a été surprise des déclarations, qu'elle verra les joueuses en quatre murs, que toutes ces déclarations qui sont sorties dans la presse, c'est absolument irresponsable. Donc on sent quand même la bonne ambiance. C'était un chouette épisode. Sur un ton plus léger. Ouais, vas-y. Alors, a-t-on parlé du traité de libre-échange Asie-Pacifique récemment signé? Ah, j'en ai pas parlé, mais c'était un des trucs à peut-être à aborder. C'était un des trucs en balance. Et j'avais pas prévu d'en parler parce que voilà. Mais si tu veux, on peut en parler succinctement. Alors du coup, j'avais pas mes notes sur le sujet. Mais en tout cas, c'est l'idée. Alors je crois qu'il y avait l'Inde, l'Australie, les États-Unis, si je me trompe pas, dans ce traité. Donc pas mal de puissances en fait régionales et pas seulement régionales. Et l'idée, c'est toujours de contrecarrer l'influence de la Chine. Ah, mais je confonds peut-être parce qu'il y a eu deux traités qui ont été signés dans l'âge. Bref, j'ai pas mes notes, j'ai pas prévu d'en parler cette semaine, mais si tu veux, je ferai peut-être un rectificatif, une petite note là-dessus la semaine prochaine. Voilà, affaire à suivre. Je reprends le fil du coup. Il n'y a pas de question. Vas-y. Diacre aurait-elle mieux fait de parler avant? Amandine Henry a-t-elle toujours sa place en équipe de France après de tels propos? Alors, Amandine Henry, j'en sais rien, je regarde pas beaucoup les matchs de l'équipe de France féminine. En tout cas, comme je le disais, Noël Le Graët, donc le président de la Fédération Française de Football, a clairement dit faut la rappeler. Donc, et elle a été rappelée d'ailleurs dans la nouvelle liste. Donc voilà, ensuite l'ambiance risque d'être assez morose. Et c'était quoi l'autre question?
Ce qui a bien fait de parler, c'est pas moi de juger. T'aurais bien qu'on aurait bien fait de parler avant. C'est-à-dire parler avant. Bah, qui pour remplacer Henri? J'en sais rien. J'en sais rien, je ne suis pas expert en foot féminin. Mais ouais, d'autres questions ou pas? Ok, je peux répondre tant qu'à faire. Merde, c'est vrai qu'on voit plus on voit plus PH là. Ah, on me voit plus? Ah bah non. Il y a un problème de caméra? Pourquoi? Ah. Bon, on va régler ça. Ah ouais, la caméra a disparu. Ah là c'est écran noir. Ouais, c'est normal. Attends, et si je fais ça? On gère ça. C'est triste. Ouais. Est-ce que c'est revenu? Non, c'est noir. Oh là là. Alors attends, est-ce que je relance le... Encore. Ouais, on m'entend encore, je pense. Le son est encore bon. Comment je peux relancer la caméra? Bon, bah, fin du live. Putain, pourquoi elle a disparu, la caméra? C'est une bonne question. Bon, bah, je vais continuer la presse sans caméra. Hein. Je crois qu'on réglera ça plus tard. De toute façon, j'en avais encore pour 2 minutes, ce qui est un petit peu chiant pour la fin du stream, quand même. Avec cet article, du coup, assez marrant. Voilà, le gros what the fuck. Déjà atteint par le Covid et la dengue, un Britannique aveugle et paralysé après avoir été mordu par un cobra royal, donc sur la mauvaise série. Assez drôle, voilà, petit papier décalé. Autre papier, je vous ai parlé tout à l'heure de la loi sécurité globale. Faut que j'arrête de regarder la caméra du coup. Loi sur la sécurité globale et ce papier du Figaro, donc sur l'explosion en fait des violences sur policiers. Avec donc le nombre de commissaires et officiers doublé, enfin de gardiens de la paix tout simplement, a doublé et passé de donc 3800 à 7400 entre 2004 et 2019. Donc ça explique aussi un petit peu cette loi, même si ça explique pas les dérives de cette loi. Voilà, tout ce chiffre du Figaro, 2 restaurants sur 3 pourraient disparaître d'ici la fin de l'année 2020. Ça répond à l'idée d'un contexte global assez tendu. Du coup j'accélère parce que c'est vrai que sans la caméra ça a quand même moins d'intérêt. Et autre chose sur le déploiement de la 3G, donc la 3G de la 5G pardon, qui a été lancée cette semaine. Rassurez-vous, il y aura toujours la 4G, la 3G, ça existera encore. Pour l'instant ça cible surtout les entreprises et les grandes villes. Mais il y a le déploiement donc, de la 5G qui est en cours. Et isolement des patients positifs au Covid, ça c'est un débat, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Savoir est-ce qu'il faut forcer en fait, les personnes qui ont été testées positives à s'isoler. Donc affaire à suivre. Et dernier petit papier marrant, et après, sauf s'il y a des questions, je rendrai l'antenne. La holding de Mediapro, donc Mediapro qui a les droits télé en Ligue 1, donc qui a les droits télé du championnat français, qui est en cessation de paiement depuis... qui est en cessation de paiement, qui paye plus les droits depuis maintenant un bon mois. Et on apprend cette semaine qu'en plus, ils payent une amende de 20 millions d'euros parce qu'ils ont versé des pots de vin pour acheter des droits liés à la Coupe du Monde. Donc voilà, assez croustillant. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette compagnie. Bon, c'est un petit peu chiant qu'il n'y ait pas l'image. Est-ce qu'il y a des... Pas mal de questions. Ah, le vaccin doit être obligatoire. Faut-il tuer les vieux? Ça dégage. Un journaliste peut-il évoquer l'équipe de France féminine avant de dire je ne suis pas expert en foot féminin? Oui, bien sûr, c'est une revue de presse. Je ne suis pas expert en tout. J'ai perdu la ligne éditoriale. Ça va dégager. Ça. Bon. Bah écoutez, vu que là on est quand même sur mon écran, que c'est pas terrible, que je ne vois pas de questions indispensables, je propose de rendre l'antenne. On réglera le problème de caméra. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours dans les commentaires. Et puis on réglera le problème de caméra quand même d'ici la semaine prochaine. Et puis merci d'avoir suivi. Et puis à plus tard.